Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, le ministère de la fonction publique devrait agir et sévir à l'endroit des responsables des détournements de fonds au lieu de toujours se contenter de prendre des déclarations comme quoi le gouvernement a pu recouvrer une partie importante de ce montant subtilisé. Propos du président du parti Codebou, Képhani Huidzi, qui réagit après que le ministre de tutelle du dit ministère ait annoncé avoir pu récupérer plus de 4 milliards de nos francs. Le Burundi continue de briller par la légèreté dans la lutte contre l'épidémie de la variole du singe, au moment où les résultats montrent que les moins de 20 ans sont plus touchés par ce virus au Burundi. Aucun dispositif de lutte contre ce fléau n'a été mis dans la plupart des établissements, notamment dans ceux se trouvant en zone Nyakabiga. Nous sommes en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Le charisme, l'engagement et la bravoure du directeur de la RPA, Bob Rugurika, telles sont certaines de ces qualités qui lui ont valu le titre honorifique de docteur honoris causa. Ce sont du moins les propos tenus ce lundi 30 septembre par la recteure de l'université de Namur, université qui a octroyé cette récompense. C'était lors des cérémonies de remise de cette distinction. Je vous prie d'écouter Annick Castillo. En tant que directeur de la radio publique africaine, est profondément investi de sa mission en tant que journaliste d'engagement et de proximité pour donner la voix aux sans-voix. Attendu que dans le cadre de cette mission, il crée un espace unique et indispensable de dialogue permanent et d'échange d'informations entre les citoyens et les autorités, rendant ces dernières redevables de leurs actions devant la population. Attendu qu'il accomplit cette mission avec sincérité et intégrité, respectant la diversité des opinions au Burundi, et que son courage dans le refus de compromettre les ressources et ses collaborateurs l'ont conduit à l'exil, attendu que son engagement pour promouvoir la justice sociale et les droits humains et pour dénoncer les entraves à la démocratie par l'information constitue un modèle pour les étudiants et étudiantes qui souhaitent par exemple s'investir dans une carrière de journaliste. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nommons et proclamons M. Bob Rugurika, docteur honoris causa de l'université de Namur. De son côté, le journaliste, en même temps directeur de la radio publique africaine, Dr Bob Rugurika, a indiqué que l'insigne de doctorat honoris causa qu'il a eu renvoie un signe fort de soutien à tous les défenseurs des droits humains au Burundi, en plus d'être une preuve que la communauté internationale est toujours préoccupée par la situation qui prévaut au Burundi. Dr Bob Rugurika ajoute que ce doctorat est une fierté à l'endroit de toutes les victimes du gouvernement CNDD-FDD. Suivez. Ce doctorat honoris causa est une reconnaissance de la part d'une institution internationale, dont l'université de Namur, qu'ils suivent de près la situation au Burundi, que la communauté internationale est toujours préoccupée par la crise en cours au Burundi. C'est un message fort de soutien à tous les défenseurs des droits humains au Burundi. C'est un message de solidarité envers toutes les victimes de la tyrannie en cours au Burundi. Encore une fois, ça peut être interprété aussi comme un appel aux autorités burundaises à plus d'ouverture. Ceci montre au fait que la communauté internationale observe toujours. Ceci montre que la communauté internationale est au courant du travail des défenseurs des droits humains au Burundi, même étant en exil. Ceci montre que le travail des médias en exil est un travail noble, reconnu même par la communauté internationale. Alors, c'est aussi un message d'encouragement. Alors, personnellement, je suis très reconnaissant. Mais en même temps, je voudrais dire que ce doctorat honoris causa, ça devrait être une fierté pour toutes les victimes burundaises
de toute nature. Ça devrait être une fierté pour tous ceux qui militent pour les droits humains au Burundi. Parce que c'est en quelque sorte une reconnaissance de notre travail, de notre combat pour les valeurs des droits humains. C'est aujourd'hui pour moi un honneur, c'est vrai, mais c'est aussi un plaisir, c'est une joie partagée avec toutes les victimes burundaises, notamment en particulier les Burundais en exil, mais aussi tous les persécutés burundais. Ceci montre que la communauté internationale salue le travail que nous exerçons depuis bientôt 10 ans en exil. Ça devrait nous encourager à rester au travail. Ça devrait nous encourager à continuer à œuvrer pour un Burundi libre, un Burundi prospère, un Burundi juste. Et ça, c'est un message aussi qui nous est lancé. C'est aussi un défi qui est lancé à nous, Burundais, surtout les victimes de cette tyrannie en cours au Burundi. Nous devrions comprendre que nous avons l'obligation morale d'unir nos forces en vue de servir notre pays, en vue d'affronter ensemble, sans vraiment aucune division, les défis majeurs aujourd'hui qui sont au Burundi, entre autres la tyrannie en cours, entre autres toutes ces mauvaises pratiques du pouvoir en place, le CNDD-FDD. Parlons à présent gouvernance, où l'argent qui va financer la construction de l'ancien marché central de Bujumbura proviendra d'un fonds créé par Fabrice Manirakiza, le propriétaire de la société Ubaka Nation Group, qui va construire ce marché. L'argent du fonds provient des Burundais de la diaspora et ceux qui sont au pays appelés des actionnaires. Les experts en économie, en monnaie et banque se montrent pessimistes compte tenu de la structure du fonds et des grandes promesses faites aux investisseurs. Inès Gakiza. À la tête du fonds One Africa Investment Fund se trouve son promoteur Fabrice Manirakiza. Hiérarchiquement, en dessous de lui se trouve un groupe de gestionnaires de ce fonds qu'il va lui-même désigner. Les fonds sont déposés à la Banque Obu et CRDB avant d'être acheminés à la Banque centrale. Les actionnaires sont représentés par la CRDB. D'après les explications de Fabrice Manirakiza, le fonds ne financera pas seulement le projet de construction de l'ancien marché central de Bujumbura. L'objectif est de financer plusieurs projets dans différents domaines. Le comité gestionnaire devra bien préparer les projets et soumettre la demande de financement. Le projet sera alors présenté aux représentants des actionnaires. Celui-ci peut émettre des recommandations, mais ne peut pas s'opposer à un développement de fonds. C'est au promoteur d'apposer en dernier lieu sa signature pour que l'argent sorte des caisses. Les experts en économie précisent que ce genre de fonds existe dans plusieurs pays. Mais ils trouvent One Africa Investment Fund moins rassurant vu la structure présentée par son promoteur. Ces experts trouvent inhabituel qu'un gouvernement laisse un particulier rassembler des sommes colossales des populations et le laisse les gérer sans aucune présence du gouvernement pour veiller aux intérêts de son peuple et éviter qu'il ne soit arnaqué. Des experts en monnaie et banque qualifient de leur côté le degré d'implication de la Banque centrale tel que annoncé d'exceptionnel dans un business d'un particulier. Une banque considérée comme la signature du pays. L'interprétation faite est que Gitega a voulu crédibiliser le business de Fabrice Manirakiza et ainsi encourager les Burundais à y mettre leur argent car ils auront vu la présence de la Banque centrale. À part conserver cet argent, la BRB s'est aussi engagée à verser des intérêts aux actionnaires, une promesse difficile à tenir selon ses experts compte tenu de la crise économique à laquelle fait face le pays. Ça pourrait, comme nous l'aborderons dans nos éditions de ce mercredi, aggraver le degré de dévaluation de la monnaie burundaise et certains investisseurs risquent de ne pas avoir leurs intérêts. Inès Gakiza. Et puis dans notre série de reportages sur les conséquences néfastes des boissons prohibées sur ses consommateurs, aujourd'hui nous vous emmènerons dans les provinces Ngozi, Kirundo et Cibitoke où les ménages ne cessent de se disloquer. Ce sera avec Elvis Nyomongere. Sa pilule de partout. Ceux qui les ont cachés les vendent en clandestinité. Ici, nous sommes au chef-lieu de la province Ngozi. Comme en témoigne notre ressource sur place, les boissons prohibées, surtout celles dites sapeurs, sont très nombreuses. Néanmoins, les commerçants ne s'affichent pas pour ne pas être pénalisés, d'où ils trient à la sérénité de la clientèle.
De grandes quantités de la boisson Sapor se vendent ici en Ngozi. Seulement, si tu ne fais pas partie de leur connaissance, tu ne peux pas être servi. Par exemple, avant-hier, j'étais dans un bistrot de la place et j'ai constaté que les gens buvaient des boissons Sapor sans s'inquiéter de rien. Mais tu ne verras jamais où sont leurs stocks. Une unité de mesure se vend à 2500 francs burundais. La situation est identique en province Cibitoke, à la seule différence que les commerçants continuent de s'approvisionner chez les fabricants de ces boissons prohibées. Et ce qui étonne les habitants de la place, c'est que ces brasseurs ne sont jamais inquiétés. Cet habitat de la localité de Seseka, en commune Mabayi, témoigne. Les tenanciers de ces bistrots ont aménagé des petites chambrettes pour que leurs clients puissent consommer tranquillement ces boissons. Quant au stock, ils les gardent dans leur chambre, vu qu'il n'y a pas eu de rigueur dans les fouilles. Plus grave encore, les brasseries continuent à vendre ces boissons clandestinement. C'est pour cela que ces dernières sont de plus en plus nombreuses. En commune Rugombo, de la même province de Cibitoke, ces boissons sont aussi légion. Mais dans la localité de Rukana, les consommateurs ne prennent même plus la peine de se cacher. Il est vrai que ces boissons sont prohibées, mais les gens boivent ça à longueur de journée, que ce soit les Sapor ou Kanyanga, et ce au vu de tout le monde, car ils savent très bien que personne ne va leur chercher des poux. Parmi les ravages causés par ces boissons figure la déstabilisation des ménages et couples. C'est le cas de la commune Busoni, située en province Kirundo. Un des habitants de cette commune qui s'est confié à la RPA fait savoir que les grands consommateurs arrivent au point où ils ne sont plus capables de se contrôler, d'où le phénomène d'adultère qui prend de plus en plus de l'ampleur dans cette localité. Les hommes délaissent les travaux domestiques. En plus, ils deviennent de plus en plus faibles, de façon qu'ils n'arrivent même plus à soulever plus de 5 kg. Quant aux femmes, vous savez très bien qu'elles ne tiennent pas l'alcool. Alors, elles se laissent aller dans l'adultère et vous comprenez que cela ne peut qu'amener diverses maladies. D'où, il devient difficile de penser au développement de son ménage dans de telles conditions. Et comme toujours, les victimes sont les enfants qui deviennent comme des orphelins alors qu'ils ont des parents. Les querelles deviennent de plus en plus fréquentes dans les foyers et cela se termine quelquefois par des divorces. Et comme les parents ne sont plus à mesure de travailler, les enfants se retrouvent privés de certains de leurs droits les plus élémentaires, dont celui à la santé et celui à l'éducation. Et ces derniers temps, beaucoup d'enfants ont dû abandonner l'école. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des astuces utilisées par les commerçants de ces boissons prohibées pour ne pas se faire prendre. Je vous le disais en titre, un montant de plus de 4 milliards de francs burundais a déjà été recouvré par l'État sur des salaires indus perçus par des fonctionnaires fictifs. Au cours d'un point de presse animé ce lundi dans la capitale politique d'Itega, le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi a annoncé qu'au moins 100 cas de fraude ont été signalés au sein du ministère de la Santé. Venuste Muyabaga indique que des sanctions sont prévues pour tous ceux qui ont trempé dans ce détournement. Ici, il a pointé du doigt les directeurs des ressources humaines. Suivez Venuste Muyabaga, il est le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions. amahera anyuzwa mu kiga cha leta yindi hatateza kuja ni kwa amakosa yakozwe n'abakozi bakorera leta bahembwa na leta kandi n'abafite amahera. C'est de l'argent débloqué dans la caisse de l'État qui a été affecté là où il ne devrait pas être affecté, et cela à cause des erreurs commises par les fonctionnaires de l'État et qui sont payés par l'État. En plus, ceux qui ont pris cet argent sont ceux qui devraient reconnaître les services offerts par l'État. Que chacun sache en ce qui le concerne la manière de veiller et d'accomplir convenablement son travail, reconnaître sa redevabilité s'il doit être puni, s'il commet une quelconque infraction. Vous venez de demander de savoir le montant déjà recouvré. Pour le moment, je ne vais pas vous donner le chiffre exact car c'est une opération qui continue. Nous avons découvert à peu près 100 cas de fraude au sein du ministère de la Santé et nous les avons envoyés dans les banques pour nous donner la situation. Nous avons déjà bloqué ces salaires. Nous sommes en train de collecter des données auprès des autres
ministère. Si nous tenons compte des dernières données, c'était 4 milliards et quelques centaines. Mais nous pourrions communiquer si nous aurons ajouté de nouveaux chiffres. Cependant, je peux vous dire que le pas déjà franchi est satisfaisant. Il y a une commission qui fait un travail quotidien. Nous pensons et espérons que ça va évoluer positivement. À l'heure où je vous parle, il y a des fonctionnaires qui ont perçu au moins 2 salaires ou plus et ont commis d'autres infractions en rapport avec ça. Ils sont incarcérés dans des cachots. Il y a même ceux qui seront punis. Au fur et à mesure que nous allons identifier les auteurs, les sanctions s'en suivront. Nous sommes convenus avec les responsables des ressources humaines dans tous les ministères que dorénavant, nous voulons récupérer l'argent détourné. Il est hors de question de s'occuper des fonds qui sont en train d'être volés aujourd'hui. Des sommes d'argent qui continueront d'être détournées de cette manière dans un ministère ou un service quelconque. Nous allons nous en prendre en premier lieu au directeur des ressources humaines parce que ce n'est pas normal qu'un responsable des ressources humaines peut rester bras croisés alors qu'il a constaté qu'il y a un fonctionnaire fictif qui a perçu un salaire. Ils doivent le dénoncer immédiatement et au cas contraire, nous allons considérer qu'ils veulent le protéger et comme ça, la loi sera appliquée. Et à ce propos, le Parti Codébou salue la volonté du ministère de la fonction publique de récupérer les fonds de l'État détournés. Toutefois, Kefani Bidzi, président du dit parti, demande à ce que des enquêtes soient menées pour identifier les commanditaires de ces vols et ensuite les sanctionner. Suivez Kefani Bidzi. Au niveau du parti Codébou, nous avons appris que le ministère de la fonction publique est en train d'œuvrer pour recouvrer les salaires qui ont été perçus indûment. Tout d'abord, nous encourageons ce ministère de continuer cette activité de recouvrer les fonds de l'État détournés, mais ce n'est pas la première fois que cette activité se déroule. Dans le temps passé même, la brigade anti-corruption contribuait dans cette activité, mais là où il y a un hic, c'est que on poursuivait sévèrement le fonctionnaire qui aurait perçu des salaires induits, mais on n'avait jamais enquêté en profondeur pour savoir dans quelles circonstances ce salaire a été donné. Est-ce que ça a été distraction des fonctionnaires de la fonction publique ou c'est un système de paie qui est défaillant? Il fallait aussi enquêter pour voir s'il n'y a pas des travailleurs de la fonction publique qui manipulent les salaires afin d'en tirer profit. Cela donc permettrait que des mesures de prévention soient prises et soit renforcer la vigilance des travailleurs de la fonction publique ou assainir le système de paie. Et quand il advenait qu'il y a des agents de la fonction publique qui manipulent les salaires pour en tirer profit, il fallait qu'ils soient sanctionnés parce que ça serait un crime qui est puni par le code pénal et la loi anticorruption. Et cela traduirait donc la volonté qui a été toujours évoquée par les plus hautes autorités de juguler la corruption et le détournement des biens publics. Au cas contraire, on s'étonnerait pourquoi on se contente uniquement de recouvrir l'argent sans prendre des mesures préventives, sans punir les auteurs. Dans l'entretemps, les proches de certains suspects dans le dossier des salariés fictifs au ministère de la fonction publique déplorent la violation des décisions de la justice. Les proches de Balthazar Batungwanayo dénoncent le fait qu'il reste détenu au service national des renseignements alors que la justice a ordonné son transfert à la prison centrale de Mbimba. Émile Nivasombo. Depuis son arrestation en mi-juin, le retraité Balthazar Batungwanayo est détenu dans les cachots du service national de renseignement à Bujumbura. L'un de ses proches estime que la loi a été violée puisque le mardi dernier, la chambre de conseil de la cour d'appel de Nahangwa lui a signifié sa décision de le transférer dans la prison centrale de Mbimba. Il renvoie à chaque fois à la documentation. Il ne veut pas que le dossier soit analysé dans le fond. Il faut semblant de poursuivre les enquêtes alors que ce n'est pas le cas. Ça montre qu'il y a des gens qui ne veulent pas que certains éléments du dossier ressortissent. Les inquiétudes de notre source reposent sur le fait que les supérieurs hiérarchiques de Balthazar Batungwanayo n'ont jamais été entendus. Ce que nous savons, c'est que pour organiser les salaires, il utilisait les listes lui données par ses supérieurs. Pourquoi alors les directeurs généraux et secrétaires permanents de l'époque sont libres?
Avant de partir à la retraite en mai dernier, Balthazar Batungwanayo a dirigé le centre de traitement informatique du ministère de la fonction publique pendant 12 ans, avant d'être remplacé par Jean-Claude Stanley Wigrimana en janvier 2022. Tous les deux sont actuellement détenus au service national de renseignement, alors que la justice a ordonné leur transfert dans la prison centrale d'Omimba. Merci à toi, Émile Nibasumba. Le dernier dossier de ce journal parle de santé où la négligence dans la lutte contre le Mpox n'est plus un secret en mairie de Bujumbura. L'un des exemples illustratifs est celui de la zone Nyakabiga où aucune mesure préventive n'a été prise au sein des établissements. Le point avec Walter Quizer. Il est difficile de croire qu'au Burundi, le Mpox y est présent. La raison en est que les mesures barrières sont très négligées, voire inexistantes. C'est le cas de différents établissements scolaires de la zone Nyakabiga. Que ce soit dans les écoles primaires ou secondaires, aucun dispositif n'y a été aménagé pour se prévenir contre cette épidémie, comme en témoigne cet habitant. Sur les différentes écoles de la mairie de Bujumbura, que ce soit les écoles primaires ou secondaires, aucun signe ne montre que le pays s'emploie à lutter contre la variole du singe. Non seulement il n'y a pas de savon, mais il n'y a également aucun dispositif de lavage des mains. Pourtant, le ministère de la Santé ne cesse d'interpeller la population pour qu'elle se lave régulièrement les mains et éviter tout contact lors des salutations. Pour le moment, les parents dont les élèves fréquentent ces établissements scolaires demandent au directeur d'acheter des seaux pour qu'au moins les élèves puissent se laver les mains. Ils supplient également la régie des eaux de fer tout son possible pour que l'eau soit à nouveau disponible et en quantité suffisante. Ce qui est urgent est que le directeur des écoles achète des sons afin que les élèves puissent se laver les mains facilement. Il faut qu'il se munisse également d'autres matériels pour aider dans la lutte contre cette variole. En fait, nous demandons à la régie des eaux de disponibiliser l'eau dans les quartiers car il y a ces jours-ci des quartiers où l'eau n'est jamais disponible. Vous saurez que les tests effectués au mois de septembre par le ministère burundais de la Santé publique ont révélé que 33% des enfants ayant l'âge compris entre 5 et 19 ans étaient atteints de cette variole du singe. Une situation qui risque de s'aggraver si rien n'est fait pour baliser. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 1er octobre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec José Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.